on va lui jeter le graphique qui a priori répond le plus à son besoin et lui permettre partant de là d'interagir avec ce graphique, de rajouter des données différentes provenant de différentes sources, ainsi de suite, et de le soulager de toute cette complexité avant de traitement de la donnée qui était nécessaire pour en effet qu'un statisticien puisse passer de données brutes à une information digeste. Voilà. Avant, il n'y avait que les experts qui pouvaient faire cette chaîne-là, et ça nécessitait beaucoup de trafic, de manipulation ad hoc. Nous, aujourd'hui, notre service, une fois de plus, c'est la phase commerciale, la phase de je fais de la tâche. Voilà, c'est la promesse, en effet, de faire tout ça un peu à la volée pour démocratiser toute cette chaîne-là et rendre donc, à l'utilisateur un outil qu'on qualifie d'un outil d'analytics pour les nuls. Donc, voilà, n'importe qui peut donc maintenant, en fait, construire le graphique dont il a besoin pour sa réunion en 2 minutes. Voilà. C'est là que Captain Dash nous manque. Je vais poser la dernière question, ensuite on passera au Q&A. Peut-être ça tombera bien, une question un peu philosophique. Pour rester dans le domaine prédictif, je vais schématiser beaucoup, mais en gros, le rêve, le fantasme du big data, c'est, voilà, on va prendre toutes ces données de tous les silos, comme tu disais, et on va voir où sont et on va voir le plus de corrélations possible, et ça va nous permettre de découvrir des choses, genre les gens qui s'appellent Hervé, ils achètent plus de concombres le vendredi à 3h. Et on ne sait pas pourquoi, mais on constate la corrélation, et donc c'est super parce qu'on va vendre plus de concombres. C'est le truc de première année, la corrélation n'est pas la causation. J'ai un ami économétriste qui me dit je suis désolé, hein, quand j'ai un groupe de contrôle, que je fais 4 contrôles sur ma corrélation c'est un peu de la causation, mais il y a un outil très bon qui s'appelle le Google Correlate, je ne sais pas s'il y a Bing Correlate, où on tape un terme et il vous sort le terme le plus corrélé à ce terme-là dans les logs de Google. Alors parfois, c'est des termes très corrélés, parfois c'est des termes qui n'ont aucun rapport et c'est juste du bruit statistique. Est-ce qu'il n'y a pas là la limite du potentiel prédictif de la big data à trouver des corrélations qui n'ont pas forcément de sens et il faut derrière un regard humain pour se rendre compte de ce qui fait sens et ce qui ne fait pas sens. C'est la dernière question philosophique. Non, en fait, quel que soit l'outil que je vous donne dans les mains, vous pourrez faire des conneries avec. Et voilà, et donc on n'a jamais inventé pour le moment l'informatique qui réfléchit à la place de son utilisateur. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'offre le big data, c'est l'accès à des volumes plus grands, à des informations plus riches, à des informations plus interopérables, et tout ça pour un coût très modique. Et on n'a pas parlé d'un des gros facteurs en fait, de cette vague-là aujourd'hui, c'est qu'elle est essentiellement dictée par son côté open source, essentiellement. Donc là, le fait que les prix en fait, ont été divisés par 10 ces dernières années sur le stockage, le calcul et le reste. Voilà. Mais en effet, vous aurez toujours la possibilité, en effet, quand vous voudrez faire de la corrélation, de la prédiction et tout ça, vous trouverez toujours des choses qui seront stupides et qu'il est nécessaire en fait de. Enfin voilà, on pourra toujours en effet aboutir à des non-sens un peu stupides avec l'utilisation de ces technos. C'est pas une Ferrari en fait, le data c'est plutôt un gros tracteur, mais il y a toujours possibilité de se mettre sur le toit avec un tracteur. Ça coûte pour l'impression de l'équipe pour analyser les données. Ouais, alors justement, j'aimais bien ce que disait Antoine sur le fait qu'on dépossède un tout petit peu les statisticiens aujourd'hui, en effet, de l'accès aux données, de leur compréhension. C'est vrai que les statisticiens ont souvent été comme des vestales autour d'un chaudron, à écarter le plus possible le non-initié du chaudron et tout ça. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'INSEE aujourd'hui dans cette salle, mais ils continuent à se comporter comme ça aujourd'hui, avec les bases de données dont ils sont garants. Et aujourd'hui, en fait, s'il y a bien une institution qui ne suit pas ni l'open data ni le big data aujourd'hui, c'est l'INSEE, de façon très notable et de façon regrettable. Voilà. Mais hormis en effet ces comportements-là, aujourd'hui on voit plutôt des outils qui justement vont vers le sens de la démocratisation de l'accès à la donnée. Ça c'est complètement dans cette tendance. Et en effet, dire que les flingues sont en vente libre, de temps en temps, en effet, aux États-Unis, vous avez développé, voilà, on pourra en effet faire développer avec des outils comme le big data. De façon moins grave, j'espère, pour la vie des personnes. Non.
point de vue, c'est plutôt que pour une fois, les maths nous sauvent. C'est-à-dire que en essayant de tout mettre et de tout représenter, enfin de représenter toutes les données, très rapidement, on est confronté à un truc qui s'appelle l'explosion combinatoire. C'est-à-dire que si vous avez un critère avec deux valeurs, plus un critère avec deux valeurs, plus un critère avec deux valeurs, ça ne s'additionne pas, ça se multiplie. Très rapidement, vous arrivez à des explosions de critères que vous voulez voir. Et donc c'est là où, en fait, il y a vraiment une part d'intelligence où il faut venir se dire, voilà, moi je vais essayer de mettre un peu ma compréhension et toute ma raison pour avoir un jugement qui sera tout ce qui est plus biaisé, mais de prendre un peu de recul sur les choses et choisir moi les axes sur lesquels je regarde mes données et mes processus. Alors oui, c'est restrictif, mais on est un peu protégé par ça. Et je dis protégé parce qu'en fait, pour moi, tout ce côté prédictif, big data, etc., ce qui soulève, c'est pas tellement des questions techniques, c'est des questions qui sont philosophiques. C'est, voilà, qu'est-ce qu'on est en train de faire en mettant toutes ces données en ligne. Alors, je vais dire quelque chose qui va me faire passer pour un huluberlu ou quelque chose comme ça, mais si vous regardez le début de Terminator, le générique de début dit en l'an 2000, les humains ont mis toutes leurs données sur un grand réseau appelé Skynet. Et bien moi, ça me rappelle vaguement quelque chose en fait. Et il y a déjà plein de dérives assez étranges. Typiquement, je trouve pas ça anodin de voir qu'il y a eu le premier héros virtuel qui vient d'être créé, à savoir Aaron Swartz. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi l'actualité sur ce sujet, mais il y a eu la création très récemment du premier martyr virtuel. Pareil, en Californie, la spécification pour la conduite autonome de voitures a été déposée. Enfin, il y a plein de signes qui me font dire que on est en train de mettre un peu la charrue avant les bœufs et que les vraies questions qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est pas comment est-ce que je vais utiliser ma big data, c'est est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse et qu'est-ce que ça engendre derrière comme question. Tu veux répondre à ça? Bon. Oui, juste à titre d'exemple, en effet, il y a un domaine aujourd'hui où il y a encore un tout petit peu d'adaptation structurelle, mais on sait par exemple que dans le domaine de la santé, en France, le big data serait une techno absolument fabuleuse pour la détection des fraudes au système de santé. Et que... Les interactions médicamenteuses aussi. Oui. Les médiators et tout ça, on peut trouver rien que par une analyse statistique des informations de santé publique. Oui, aussi. Il y a une super session sur le big data et le cerveau à 2 heures. Ouais. Bon, enfin voilà, aujourd'hui, il y a un certain nombre de sujets qui restent un peu polémiques aujourd'hui sur l'utilisation du big data. Il y a de nombreuses études qui ont montré qu'un outil purement statistique est meilleur diagnostic médicaux qu'un médecin. Si tu rentres tes symptômes dans la base de données, avec de la statistique, mais tout simple, genre 80% des gens qui disent ça ont ça, le taux de diagnostic bon est supérieur qu'un médecin. Et ça, c'est pour la session intelligence artificielle après. Le meilleur taux de diagnostic, c'est l'outil plus l'humain. Ok, là il nous reste 10 minutes, ça fait le temps pour un Q&A. J'ai une question. Le big data nous permet maintenant de pouvoir trouver de la valeur parce que c'est des données qui sont en masse et qui ne sont pas exploitées. On peut imaginer que dans une dizaine d'années, ces données seront exploitées et que finalement le gisement de valeur va disparaître parce que tout le monde sera plus ou moins au même niveau et en sortira une même chose. Parce que finalement, c'est pas un feu de paille. Je suis extrait caricatural, mais est-ce que finalement, ce gisement de données, c'est une ressource, mais qui va être tarie, quoi. En fait, c'est des gisements de données qui vont permettre à les sociétés d'augmenter leur productivité ou leur compétitivité, ou et en effet aujourd'hui, comme dans tout marché, si en fait la majorité des acteurs, s'il y a un acteur qui s'engage dans une action de transformation, d'innovation qui justement va lui donner un avantage de compétitivité ou de productivité, et si les autres acteurs ne suivent pas le mouvement, et bien l'acteur innovant en fait sortira du marché et l'acteur non innovant. Donc aujourd'hui en fait on va juste avoir des effets de transition, mais comme il y a en fait comme il y a eu dans plein d'innovations, que ce soit avec le transport ou avec les communications plus récemment, en effet vous avez des effets de transition où tous ceux qui ne suivront pas l'innovation risquent en effet de sortir de leur marché par défaut de compétitivité. En revanche, une fois qu'il y aura eu cet effet de transition qui sera passé, en effet l'avantage compétitif lié à la big data. Ça dépend peut-être de ce qu'on évoquait tout à l'heure, savoir qu'il y a quand même l'humain derrière qui doit sélectionner